Depuis le début de mes chroniques, je me suis aperçu que je n'avais parlé que de films américains. Or, je suis aussi un grand fan de films français. En France, nous produisons de nombreux films de qualité. Il faut bien sûr faire abstraction des films très moyens qui continuent de faire beaucoup d'entrées et qui font la mauvaise réputation de notre cinéma, mais cela est également le cas dans le cinéma américain. Du coup, en choisissant le film d'aujourd'hui, j'ai réfléchi aux films français que je kiffe le plus. Il y en a pas mal, mais il y en a un qui sort du lot, un film sorti il y a 24 ans qui est un véritable chef-d'œuvre. Ce film, c'est La Haine. La Haine est un film français réalisé par Mathieu Kassovitz, sorti en salle en 1995. Il s'agit du second film en tant que réalisateur de Mathieu Kassovitz, connu par le grand public pour son rôle d'acteur dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, et aujourd'hui avec son rôle dans la meilleure série française de tous les temps, Le Bureau des légendes. La Haine raconte une journée dans la vie de 3 jeunes vivant dans une banlieue parisienne qui est aux prises à de violentes émeutes provoquées par une bavure policière. En effet, suite à une garde à vue, un jeune de la cité a été grièvement blessé par un inspecteur de police. Nous allons donc suivre Hubert, interprété par Hubert Koundé, Saïd, joué par Saïd Tagmaoui, et Vince, incarné par Vincent Cassel, qui, en plus de ce contexte déjà tendu, a récupéré le revolver qu'un policier a perdu lors des émeutes. Avant d'aller plus loin dans le film, il est très important de parler du contexte dans lequel le film a été créé. En effet, Mathieu Kassovitz a commencé à écrire ce film suite à l'affaire Makome Mbowole. En avril 1993, le jeune Makome Mbowole, âgé de 17 ans, est tué lors d'une garde à vue par l'inspecteur Pascal Compin. Le policier a tiré une balle à bout portant dans la tête du jeune Makome. Il expliquera que c'était un accident et qu'il souhaitait seulement l'intimider en sortant son arme. Cette bavure entraînera des émeutes les jours suivant le drame. Mathieu Kassovitz, choqué par ce drame, a commencé l'écriture du film dès avril 1993. Il s'inspire fortement de cette affaire et écrit l'histoire de ces 3 jeunes de banlieue qui se retrouvent au milieu d'un contexte extrêmement tendu suite à la grave blessure de leur ami par la police. Kassovitz utilise cette intrigue pour écrire un film sur la banlieue et décrire la haine qu'ont de nombreux jeunes contre la police. Il présentera son film pour la première fois au Festival de Cannes 2 ans plus tard, en mai 1995. En revoyant le film aujourd'hui, ce qui me frappe en tout premier, c'est que le propos du film, mais aussi la forme, n'ont pas vieilli d'un poil. Sur le fond déjà, le film s'inspire, comme je l'ai dit juste avant, d'une affaire de bavure policière qui a entraîné la mort d'un jeune de cité. Ce drame date de plus de 25 ans maintenant, mais encore aujourd'hui il fait écho aux nombreuses bavures policières récentes. Entre la mort d'Adama Traoré en 2016 ou l'affaire Théo en 2017, le film n'a jamais semblé aussi d'actualité qu'aujourd'hui. Ensuite, Mathieu Kassovitz montre une banlieue qui semble être à des années-lumière de Paris et du reste de la France. Il montre des jeunes qui semblent être abandonnés dans un ghetto, et cette problématique aussi n'a pas vieilli depuis 25 ans. À la fin de ce film, on a l'impression que rien n'a changé. Malgré tous les problèmes que le film pointe du doigt, aucune solution n'a été proposée ou trouvée par aucun gouvernement depuis 25 ans. Et ça fait vraiment flipper. Cette sensation de mise à l'écart des banlieues est notamment illustrée avec la scène où des journalistes tentent d'interviewer les 3 héros. Nous avons clairement l'impression que les journalistes effectuent un safari à l'autre bout du monde. Eh madame, on ressemble à des voyous pour vous ou quoi là? Ah non, j'ai jamais dit... Ah ouais, alors on ressemble à quoi pour vous madame? Ah mais rien. Pourquoi vous descendez pas de la voiture là? On n'est pas à Thoiry ici. Non, écoutez, on a du boulot, on est en Ah ouais, retard. ouais, vous avez beaucoup de boulot comme quoi par exemple quoi? Trouver un truc bien baveux, histoire de foutre la merde, histoire de faire un scoop? À côté du caractère politique du film, la sensation que ce film n'a pas vieilli se ressent également dans la forme. Déjà, comme vous avez pu le remarquer, le film est tourné entièrement en noir et blanc, et forcément ce procédé permet de rendre l'œuvre intemporelle. Ce noir et blanc est très beau et Mathieu Kassovitz l'utilise parfaitement bien dans ce film. Cela m'amène au deuxième point positif que je trouve à La Haine, et c'est peut-être le point le plus important pour moi. Quand on parle de ce film, on parle beaucoup de l'incroyable écriture de Kassovitz qui décrit au plus juste la réalité des banlieues. Mais on oublie souvent de parler de la qualité numéro 1 qui pour moi permet à ce film d'être un chef-d'œuvre, la mise en scène. La mise en scène de Mathieu Kassovitz est incroyable. À presque chaque scène et chaque plan, il y a une idée. La première fois que j'ai vu ce film quand j'étais ado, évidemment ce point ne m'a pas sauté aux yeux. Mais lorsque je l'ai revu quelques années plus tard, j'ai halluciné tellement la mise en scène est travaillée. Ça se sent que Mathieu Kassovitz s'est cassé la tête pour que chaque plan soit beau tout en essayant de faire passer un message. Parmi toutes ces idées de mise en scène, je vais m'arrêter sur 2 scènes. Il y a, tout d'abord, un plan dans les toilettes assez banal a priori, mais qui résume assez bien le travail méticuleux, sans être tape à l'œil, du réalisateur sur ce film. Dans ce plan, un jeu de miroir permet au spectateur de voir les 3 personnages en même temps, alors qu'Hubert et Vince sont dans 2 toilettes différentes. C'est un passage du film où Hubert et Vince sont en froid, et Saïd au milieu essaye de jouer le rôle de médiateur. En un plan, le fait de voir Vince et Hubert dos à dos avec Saïd au milieu nous résume l'état d'esprit de chacun même sans ajouter de dialogue.
La deuxième idée de mise en scène que je vais évoquer, c'est celle qui est restée la plus célèbre. Cette idée intervient au milieu du film lorsque les trois héros quittent leur banlieue pour se retrouver à Paris. Lorsqu'ils arrivent à Paris, la caméra, grâce à un jeu de zoom et de recul, arrive à passer d'un arrière-plan net à un arrière-plan flou. Cette scène permet de couper le film en deux parties bien distinctes. Toute la première partie du film se passe dans la banlieue. Lors de ces 45 premières minutes, le film nous montre beaucoup de plans de l'environnement dans lequel évoluent les héros et tous les arrière-plans sont assez nets. Cela illustre le fait que les trois jeunes connaissent leur cité par cœur et sont très à l'aise dans cet environnement. Puis lorsqu'ils arrivent à Paris, l'arrière-plan est presque toujours flou et il y a beaucoup de gros plans sur les héros et pas beaucoup sur l'environnement autour. Cela montre clairement que les trois amis ne sont plus chez eux à Paris et n'ont plus du tout leur repère. Ce procédé nous incite à comprendre qu'ils ne sont pas du tout intégrés à Paris. En plus de la mise en scène, je voulais aussi vous parler dans cette chronique des acteurs qui sont incroyables. Vincent Cassel trouve là son premier grand rôle et il est clairement au-dessus de tout le monde dans ce film. Il est alors âgé de 28 ans et il éclabousse tout le monde de son talent. À côté, Saïd Taghmaoui est incroyable aussi. Il est seulement âgé de 21 ans lorsque le film sort, mais son rôle est entré dans les annales. Aujourd'hui, il est un peu moins connu du grand public que Vincent Cassel, mais il a quand même réussi à avoir une carrière internationale en jouant dans des blockbusters américains comme Les Rois du désert en 1999 avec George Clooney, G.I. Joe en 2009 et aussi Wonder Woman en 2017. Ouais, perso je trouve ça fou. Saïd qui joue dans Wonder Woman et qui fait donc partie du DC Universe. Enfin, Hubert Kounté est, il faut bien l'avouer, un cran en dessous de ses deux compères, mais il fait quand même le taf. Ces trois acteurs réussissent à transmettre une vraie complicité à l'écran, ce qui fait la grande force de ce film. Les personnages sont très bien écrits et on a envie de faire partie de leur bande. Ouais, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais malgré le contexte très tendu du film et cette fin qui est assez dure, il y a également de nombreux passages très drôles portés par les dialogues. Ça finit comment déjà? Bah en fait à la fin, il y a... Les trois amis ne cessent de se chamailler et de s'envoyer des pics et c'est très drôle. De nombreuses répliques sont devenues cultes. Et comment tu parles de ma sœur, toi? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos de ma sœur? Putain, arrête, ta soeur elle suce tes trouve, casse-toi. Elle meurt! Nique sa mère, oh merde, fils de pute! Non, Ta gueule! Putain, mais t'es mal à vache, faute de ma mère. Et ta gueule avec ta vache, toi! Je la connaissais, mais avec un rabbin. Puisqu'on en est au moment où je mets des extraits du film, je ne peux pas m'empêcher de vous mettre le passage qui restera à jamais gravé dans ma tête quand je suis dans le métro et que je vois des gens s'arrêter sur les escalators en descente. Quand je vois des gens faire ça, je pense à ça. Regarde-les, tous ces beaux qui se laissent porter par le système. Regarde-le celui-là. Il a pas l'air méchant tout seul dans son pur en peau de fesse de chèvre. Mais c'est la pire des races. Tu vois ceux qui s'arrêtent de marcher dans les escaliers mécaniques, ceux qui se laissent porter par le système, c'est les mêmes qui votent Le Pen mais qui sont pas racistes. C'est les mêmes qui font les grèves pour protester dès que les escalators ils tombent en panne. La pire des races. Pour finir, il est important de noter que ce film est également un miroir incroyable des années 90. Comme je l'ai dit auparavant, ce film n'a pas du tout vieilli, et ça sent quand même très bon les années 90. Aussi bien au niveau des références... Dis-lui de descendre! Quoi faire? Mais dis-lui de descendre! Quoi faire? Eh oh, tu t'es cru un sketch à la télé ou quoi là? Eh Manu, tu descends? Pourquoi faire? mais aussi au niveau des bagnoles ou encore au niveau des fringues. Même si aujourd'hui, la mode des années 90 est revenue en force, avec des gamins de 14 ans qui portent des pulls fila. Mais c'est surtout un formidable miroir de la culture hip-hop du milieu des années 90, où ce courant était à son apogée en France. Et niveau musique, le passage au Cut Killer mix Sound of the Police fait toujours plaisir à entendre. Le film sera un succès public avec 2 millions d'entrées, mais également critique avec le prix de la mise en scène au Festival de Cannes et le César du meilleur film en 1996. Mais au-delà des prix, ce film est très vite devenu culte et intergénérationnel. Aujourd'hui, beaucoup de monde rêve de voir une suite. Cette idée a d'ailleurs souvent été dans l'actualité ces dernières années. Personnellement, je ne souhaite pas une suite à proprement parler, car comme je l'ai expliqué, depuis ce film, rien n'a changé. Toutes les problématiques soulevées par ce film sont toujours d'actualité, donc si c'est pour faire un copier-coller, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais après, en y réfléchissant, ce serait quand même ouf de voir la suite de La Haine. Je suis sûr que Mathieu Kassovitz pourrait nous faire un truc de dingue 30 ans après. Mais bon, on verra bien si ça se fait ou pas.
En effet, Mathieu Kassovitz a commencé à écrire ce film suite à l'affaire Makome Mbowole. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un enfant. En effet, il peut fermer ses...